Donc, on parle de juste avant, juste comme la discipline entrait aux Jeux olympiques. Tu avais peut-être des chances d'aller aux Jeux olympiques, qui sait. Euh, Nous, on s'est connus, Jonathan. Tu travailles dans une boutique de ski, Ski Michel. Et Michel, il est célèbre dans la région de toute la région de ski, en fait, au Québec. Il me dit, il faut absolument que tu rencontres mon jeune. Il est intéressé par les affaires médicales. J'aime ça qu'il travaille avec toi. Puis à un moment donné, entre le cégep et l'université, tu as travaillé avec nous à la chaire de recherche en médecine d'urgence. Tu étais vraiment un de nos meilleurs jeunes étudiants. Tu n'avais aucune formation là-dedans, mais tu nous as aidés à tous les points de vue logistiques. Tu as aidé à organiser le lancement d'Urgence rurale 360 lors du congrès de la MUC. Tu es un gars qui a démontré un souci d'excellence. Fait qu'aujourd'hui, on voulait un peu te rendre hommage en t'invitant. On voulait aussi que tu nous en apprennes beaucoup là-dessus. Fait que Jonathan, comment ça va? Ben, ça va super bien. Puis toi, Richard, puis tout le monde? Nous, on va super bien. On est bien content que tu sois là. Fait que là, Jonathan, fait que là, toi, dans ta vie, le ski, si on parle de ski et de bien-être, qu'est-ce que ça représente le ski pour toi? Là, ça s'amène à ton entreprise, mais on en parlera plus tard, mais le ski, qu'est-ce que ça t'apporte, le ski? Ben, écoute, ça représente quand même une grande partie de ma vie, je dirais, là, comme la plupart des actions, des décisions que j'ai pu prendre au cours de ma vie, puis toutes sont pas mal toutes reliées au ski, là, en tout cas de proche ou de loin. Fait que c'est vraiment une passion pour moi, puis j'ai pratiqué comme ce sport-là. J'ai commencé, je pense, à l'âge de 2 ans, en fait, quand mes parents m'ont montré, qu'ils m'ont mis sur la première fois sur des skis, tout ça, puis depuis, j'ai jamais arrêté, là. Fait que, tu sais, que ça a commencé même au secondaire, j'ai fait le programme de ski-études, ce qui faisait en sorte que pendant tout l'hiver, ben, à place d'aller à l'école, des journées, on passait des journées sur la montagne avec des coachs et tout. Même au cégep aussi, j'ai continué le programme un peu sport-études où ce que je pouvais m'entraîner pour les compétitions, etc. Fait que j'ai toujours été plongé dans Donc, pour rappeler, tu es au Mont-Saint-Anne. Tu es oui. un gars du Mont-Saint-Anne, de Beaupré, en fait. Et puis, alors déjà, quand même, le slopestyle, tu aurais pu choisir une discipline, la course, des disciplines plus traditionnelles, puis tu as pu une discipline acrobatique à haut risque quand même, surtout à une époque où il n'y avait pas beaucoup de coaching là-dedans, où tu as pris ce côté audacieux. C'est quoi pour toi l'audace? Je dirais, j'aime ça, les challenges, puis j'aime aussi ça, je dirais, ce qui sort un peu de l'ordinaire. J'aime l'action, tout ça. Fait que c'est un peu un mélange de toutes ces choses-là que je pouvais retrouver dans le slopestyle, dans le sens où vraiment l'adrénaline, le fait de pouvoir sauter, faire des figures aériennes à l'envers, puis faire des choses, je dirais, comme impressionnantes que en ski alpin normal, tu fais pas nécessairement, à moins que ça se passe plus ou moins bien, là. Fait que tout ce style de ski-là, c'est une action, tu vas rechercher là-dedans. Puis évidemment, quand tu réussis des nouvelles figures, c'est une grande satisfaction que tu viens chercher derrière ça. Puis je dirais même mon côté, où ce que j'aime, je dirais les sports extrêmes, tout ça, tu sais, ça a quand même commencé jeune aussi, là. Tu sais, une des premières choses que je dirais que je me suis acheté avec mon argent personnel là, quand j'étais encore au primaire, c'était une trampoline. Puis c'est là-dessus que j'ai commencé à faire plein de figures, à faire plein de sauts, etc. Puis après ça, ça a été de reproduire ces sauts-là en ski. Fait que j'ai beaucoup comme appris par moi-même dans le début en faisant ça, là. Tu es aussi un autodidacte. Tu es aussi un autodidacte dans ce ski-là. Il n'y avait pas beaucoup de coach, comme on dit quand même. Ouais, Euh, ça c'est clair parce que dans le fond, tu sais, comme oui, j'étais en ski-études, tout ça, mais dans le fond, les coachs étaient surtout des coachs, justement, je dirais, pour nous apprendre à bien skier, avoir les bonnes techniques de ski, produire les bonnes bases de ski en slopestyle, où c'est important aussi, mais concrètement, des coachs en slopestyle pour te guider dans tes manœuvres aériennes, tout ça, c'était rare là, dans le coin de 2008, tout ça, là, quand j'ai commencé. Fait que ça a été beaucoup de self-learning, là, où ce que j'essaye, ça marche pas, puis tu évolues tranquillement avec ça, puis de persévérer, puis de se donner des objectifs pour à un moment donné les atteindre, là. Est-ce que tu penses que l'audace, parce que tu sais, c'était audacieux faire tout ça, est-ce que tu penses que l'audace, c'est quelque chose qui est comme biologique, que tu es, né de même, que tu l'as ou que tu ne l'as pas, ou c'est quelque chose que tu peux aller chercher? Donc, la prise de risque. Ben, je pense que tu
intrinsèquement, tu l'as un peu, je pense, l'audace. Tu peux en avoir une certaine quantité, mais chose certaine, après ça, tu peux probablement évoluer avec de plus en plus audacieux ou du moins apprendre à mieux le gérer pour que ça se fasse d'une certaine façon plus sécuritaire dans mon cas ou dans d'autres choses. Mais tu peux apprendre à travailler avec l'audace puis ça peut te faire des choses très intéressantes. OK. Est-ce que tu crois que les jeunes aujourd'hui sont audacieux en entreprise, dans ton domaine, ou est-ce Oui, que je dirais oui. C'est challengeant aussi de se tenir avec des gens audacieux parce qu'après ça, on vient tous partager nos connaissances, nos idées, puis tout ça. Puis c'est de là qu'après ça ressortent les idées les plus créatives, les meilleures solutions à des problèmes, etc. Puis je dirais que faut pas sous-estimer justement les jeunes parce qu'il y en a beaucoup qui sont très audacieux et qui peuvent apporter des solutions très créatives et concrètes qui fonctionnent bien. on va bientôt arriver à la description, tu sais, de ton innovation, de ton entreprise et tout ça, mais juste pour dire que toi, tu es, quand même une personne, tu sais, tu travailles pour Michel. Fait que Michel, pour ceux qui ne le connaissent pas, de Ski Michel, tu sais, c'est probablement dans la région de Québec, c'est encore une des plus importantes boutiques de ski. Donc Michel, surtout du ski alpin, mais là, il s'est lancé vraiment dans le backcountry et ça a pris une grosse Ouais. partie du marché. Et je dirais que Jonathan était était un peu comme son bras droit de jeunesse. Michel, il forme plein de jeunes, puis il y a une façon d'être mentoré. Donc qu'est-ce que tu as appris de Michel, qui est cette institution finalement pour les gens de l'industrie du ski? Tout le monde connaît Michel, qui est un Ouais. personnage très sociable, très, très flyé, grand leader. Qu'est-ce que tu as appris de Michel? Ben mon Dieu, que tellement de choses, là. Michel, c'est tout un phénomène, si je pourrais dire ça comme ça. Mais, tu sais, premièrement, juste de travailler au public, j'ai appris beaucoup avec ça. Tu sais, au début, avant de commencer à travailler là, je pouvais être quelqu'un de plus timide, mais avec le temps, à force d'être là, j'ai appris à mieux communiquer, à mieux dealer avec les gens, puis aussi à travailler au public, tu croises toutes sortes de monde, là. Tout le monde est différent, puis tout le monde a des approches différentes. Puis aussi, bien, nécessairement, avec le temps, j'ai beaucoup appris tout ce qui est le sens des affaires, le côté business, surtout, là, oui, par rapport au ski, mais tu sais, comment gérer une entreprise, comment faire les choses, comment évoluer, comment penser out of the box un peu pour essayer d'être un pas en avant des autres, etc. Fait que Michel m'a beaucoup amené ça. Alors, effectivement, Michel, c'est un personnage créatif, Ouais, tu peux l'imaginer dans le domaine du théâtre, OK? Mais en quelque part, il est capable aussi de bien déléguer les choses et de bien ouais, superviser les personnes. Il est capable de voir la force dans les gens. Mais je parle de tout ça pour les stagiaires dans notre stage de leadership parce que ça vaut la peine un jour d'arrêter à rencontrer Michel de Ski Michel, de voir de qui on parle. Fait que Joe, qu'on appelle affectueusement Joe, ouais. fait que là, toi, tu es là, tu as appris sur le terrain. Donc, qu'est-ce que tu penses de l'importance d'apprendre sur le terrain puis de faire, comment est-ce qu'on pourrait dire, faire sa classe? Parce que beaucoup de jeunes, honnêtement, ce qu'on reproche à beaucoup de jeunes de votre génération, c'est tout le monde veut être boss. Les gens arrivent, là, ils veulent être boss, OK? C'est pas vrai, hein, mais on dirait qu'il y a comme cet intérêt de prendre le leadership de quelque chose puis de l'organiser. Mais toi, t'es pas comme ça. Je pense que c'était quoi l'importance pour toi aujourd'hui en rétrospect d'être sur le terrain, de voir comment ça marche une business de ski? Ben, le terrain, au final, je pense que c'est tout là, c'est de là que tout part. Tu peux pas, je pense, bien gérer une entreprise ou être boss si tu n'as aucune idée de comment que ça se passe sur le plancher des vaches, là, si on veut. Tu sais, au final, ce qui est important, c'est que tu aies des clients puis que les clients soient satisfaits, etc. Fait que le fait d'être directement sur le plancher avec eux quotidiennement, bien, ça t'amène à savoir c'est quoi qu'ils recherchent, c'est quoi leurs besoins. Tu sais, c'est important d'être à leur écoute. Puis au fil du temps, bien, quand tu as toutes ces connaissances-là de ta clientèle, puis de savoir comment ça marche concrètement sur le plancher, bien, après ça, quand vient le temps d'avoir des postes, je dirais plus de gestionnaire ou des postes décisionnels, tu es capable de prendre des décisions qui sont beaucoup plus réfléchies et pertinentes, là. Tout en aussi, je pense, permettant de mieux gérer ton équipe parce que, tu sais, c'est pas, même si tu gères, même si tu es boss, c'est pas quelque chose que je pense qu'il faut faire en silo. Tout est un travail d'équipe. Puis c'est justement aussi là-dedans que Michel est bon, comme tu disais tantôt, Richard, là, d'être capable de voir le meilleur en chaque personne puis de les positionner aux bonnes places dans son entreprise.
Et toi, tu es quelqu'un aussi qui a une qualité que tous les leaders nous ont mentionné, incluant Bernard Petiot qui est ici, nous ont mentionné, c'est l'importance finalement d'écouter. L'importance Ouais. d'être à l'écoute. Tu peux recevoir des conseils de plein. Tu peux ne pas vouloir solliciter les conseils du monde, mais d'être capable d'écouter puis d'aller voir les besoins des personnes. C'est sûr que c'est plus compliqué des fois, ça prend du temps, puis tout ça. Et toi, tu as toujours été quelqu'un qui est à l'écoute. Tu es une personne qui est fondamentalement aimable. Les gens, ils t'aiment beaucoup. Et ça, c'est vraiment une belle qualité. Écoute, ce que je propose maintenant, c'est que on va voir si la qualité du vidéo fonctionne bien. On présente la petite vidéo que tu as soumis pour une bourse à un moment donné qui présente Ouais. un peu votre projet en C'est après cette vidéo-là que tout a commencé, grosso modo. Parfait. On va comprendre sur Ferriol, compagnie de ski. Avez-vous du son de votre côté? Catherine, on n'a pas de son. Fait que, Je recommence, j'essaie. Je m'appelle Jonathan Brett, je suis étudiant au baccalauréat en génie mécanique à l'Université Laval. Depuis que je suis tout petit que je suis dans le domaine du ski, j'ai fait mon ski-études au Mont-Saint-Ange, j'ai eu plusieurs compétitions et podiums en non-actif. Puis depuis maintenant 7 ans, je travaille au Ski Michel comme vendeur, technicien et maintenant aussi responsable des achats. Moi, je m'appelle Félix Lapointe. Je suis un passionné des sports de plein air et aussi un passionné de génie mécanique. J'ai fait ma technique et comme Jonathan, je suis présentement au bac en génie mécanique. Moi et Joe, depuis qu'on est tout jeune, on est des passionnés de ski. Comme tout bon passionné de ski, on faisait du ski dans notre cour arrière quand on ne pouvait pas aller à la montagne. Puis en lien avec ça, il y a quelques années, je me suis fait un remonte-pente parce que j'étais allé de remonter la pente à pied. Puis Joe, lui, de son côté, avec son frère, il s'est fait un canon à neige pour devancer la saison de ski. Depuis toujours, moi et Joe, on rêvait de faire nos propres skis, de les produire puis de les skier. Mais on n'avait pas les connaissances puis les installations pour le faire. Puis quand on s'est rencontrés, on s'est rendu compte qu'on avait ce même rêve-là inaccompli. Ce que je me suis rendu compte en force de travailler au commerce de détail, c'est qu'il y a beaucoup de skieurs alpins et backcountry qui ont une forte conscience environnementale et qui sont très soucieux de leur impact sur l'environnement. Mais par contre, ils n'ont pratiquement aucune option d'achat qui vont respecter ces valeurs-là pour eux. Avec Ferriol, ce qu'on veut, ce qu'on nous distinguer, c'est qu'on veut fabriquer des skis haute performance qui vont avoir une faible empreinte écologique. Pour arriver, ça, dans le fond, ce qu'on compte faire, c'est remplacer tous les matériaux qui sont utilisés présentement pour produire des skis par des matériaux à faible empreinte écologique. Puis, aussi, ce qu'on vise, c'est adapter des méthodes de production qui produisent moins de déchets que ceux qui sont utilisés dans l'industrie présentement. L'autre chose qu'on compte faire avec Ferriol, c'est de percevoir des éco-frais lors de la vente des skis. Puis, tous ces éco-frais-là seront entièrement réinvestis dans l'environnement. OK, bravo, Jonathan. Donc, ça, c'est une petite vidéo. Donc, là, c'est quoi l'histoire? Tu veux partir des skis, tu veux inventer des skis éco-responsables, le backcountry. D'abord, si tu veux nous expliquer, évidemment, le ski, c'est extrêmement important pour la région de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, donc la région du Living Lab en tant que telle. Et le backcountry, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, tu veux-tu nous décrire c'est quoi et comment le marché a évolué vers ça maintenant? Ben oui, absolument. Ben, pour commencer, juste décrire justement brièvement c'est quoi, il y a plein de façons de nommer, ski hors-piste, ski backcountry, ski de touring, ça veut tout dire à peu près la même chose, mais c'est l'idée d'avoir une fixation sur son ski qui permet de monter la montagne puis ensuite la descendre. Mais pour la montée, la fixation, on se trouve à comme débrayer le derrière de la fixation, ce qui permet d'avoir le talon libre et d'avoir un pivot qui se trouve à être dans le devant de la botte, donc permet un mouvement de marche fluide avec puis un coup qu'on est rendu sur le dessus de la montagne, la fixation, on la remet en mode alpin où ce que le talon est fixé. Donc, ce n'est pas comme le télémarque où ce que le talon est toujours libre. Là, on est vraiment fixé en mode alpin puis on descend comme en ski normal. Puis aussi, pour que ça fonctionne, lors de la montée, on met sous le ski une peau synthétique qui, dans le fond, empêche le ski de reculer pendant qu'on monte la montagne. Fait qu'on monte avec ça. Puis un coup qu'on arrive en haut, bien, on enlève cette peau synthétique-là. On met la fixation en mode alpin, puis c'est là qu'ensuite qu'on peut descendre. Fait que, je dirais, dans les dernières années, justement, ça a pris beaucoup de marché parce que, de un, c'est l'aventure, c'est le fait de pouvoir découvrir des nouveaux territoires, des nouvelles montagnes, aller dans des endroits qui sont uniques, aller à la chasse de la neige. Puis aussi, tu as le côté derrière ça, tu vas mélanger à la fois le côté cardio puis le côté comme fun de descente.
Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de... ce sport-là, c'est allé chercher beaucoup de clientèle de gens qui faisaient à la fois, mettons, du ski alpin et du ski de fond. Bien, ça se trouve à être comme un peu un mélange cardio, le côté descente. Puis aussi, je dirais justement, quand on dit qu'on parlait tantôt d'être à l'écoute des clients, au Ski Michel, là, justement, je pense que je vais commencer ma 9e année à travailler là. Puis au fil des ans, on a vraiment vu une évolution là, de ce sport-là. Tu sais, au début, quand on écoutait ce que les gens demandaient, puis qu'est-ce que les gens voulaient, ben, on a commencé à en rentrer un peu dans le magasin, puis tout ça. Puis finalement, de fil en aiguille, d'année après année, ben, on s'est rendu compte qu'il fallait en acheter plus des équipements de backcountry parce que c'était en demande, les gens en voulaient. Puis si on regarde justement aujourd'hui, ben, le magasin Ski Michel il est vraiment rendu, je pense, comme la référence là, dans le domaine du ski hors-piste et backcountry, puis alpin aussi. Là. Fait que tout ça, c'est beaucoup justement lié au fait qu'on a été à l'écoute des clients parce qu'il y avait une tendance qui s'enlignait vers ça. Puis justement, Michel aussi, il y a eu beaucoup le flair là, puis de foncer là-dedans à pieds joints. Donc, vous êtes des leaders là-dedans à la boutique Ski Michel et là, tu pars t'accompagner. Donc, à partir du moment où tu te dis, tu sais, tu as Rossignol, tu as toutes les grosses compagnies du monde là, dans l'industrie du ski, c'est énorme, des multinationales. Donc, à partir de ce moment-là, comment tu arrives à dire, bien, je pense que je suis capable de créer des skis et parle-nous un peu du concept, genre de prototypage, du début à la fin du prototypage. Je comprends dans le Living Lab aussi. Là. OK. Bien, dans le fond, comment que ça a commencé un peu, c'est que justement, au fil des années à travailler là, j'ai aussi de plus en plus des responsabilités comme étant comme responsable des achats pour le magasin. Donc, ça, c'est de sélectionner d'année en année les produits qu'on va vouloir faire rentrer l'année prochaine. Fait que, tu sais, ça, c'est important parce qu'il faut un peu se dire, OK, quelle personne va être susceptible d'aimer ce ski-là, d'aimer cette botte-là, puis être capable de couvrir la plus grande partie de notre clientèle avec les produits qu'on veut acheter. Parce que si on fait des mauvais choix, bien, au final, ça va rester dans l'inventaire puis ça va dormir là. Puis c'est pas ça qui fait qu'une business va être viable. Donc, c'est important de sélectionner les bons produits. Puis aussi, bien, à force d'être sur le plancher là-bas puis de jaser avec les gens, bien, il y a comme un peu des modèles de ski, une façon de voir les choses que les gens, beaucoup de la région, aimerait voir, mais que quand on regardait qu'est-ce qui était disponible sur le marché dans les ski shows et tout ça, bien, qui n'existait pas vraiment. Parce que ce qui arrive, c'est que la majorité des compagnies de ski, les skis sont désignés soit pour l'Europe ou les montagnes rocheuses ou la côte ouest des États-Unis. Puis c'est pas nécessairement la même réalité qu'ici. Ici, les montagnes sont plus petites, c'est moins à pic. Les forêts sont plus denses. On a souvent de la neige mouillée, on a souvent de la neige compactée par le vent. Fait que, ça se trouve à être une réalité qui est différente de ce qu'on peut avoir ailleurs en Amérique du Nord puis même en Europe. Donc, ceci étant dit, ben, d'où l'opportunité que nous, on a vue avec ça, de faire un ski qui est complètement adapté et conçu pour les conditions géographiques et météorologiques typiques de la province de Québec. Fait que ça veut dire justement de concevoir un ski qui va être très agile dans notre type de terrain, qui peut être plus dense, tout ça, une certaine facilité à skier, un ski qui va être très polyvalent, qui, au final, même si tu amènes ce ski-là dans l'ouest, dans de la grosse neige, bien, tu vas juste le skier avec le même côté playful que tu le skierais ici au Québec. Là. Fait que c'est un peu comme ça qu'on a vu cette opportunité-là parce que ça se trouvait comme à être un peu un angle mort des compagnies de ski actuelles. Il n'y a pas de ski qui était désigné pour ce type de conditions-là puis ce style de ski-là, alors que les clients sur le plancher, justement, bien, eux, ils me disaient bien, ça serait le fun que ça existe. D'accord. Puis aussi, ben, l'autre point, c'est que j'avais aussi couramment la question des fois s'il existait quelque chose d'éco-responsable dans le ski, s'il y avait des compagnies de ski qui avaient une certaine orientation vers ça, certaines actions concrètes pour l'environnement. Puis la réponse était toujours non. Là. Il n'y a vraiment rien qui est fait dans ce sens-là. Fait que c'est un peu les deux besoins principaux qui ont permis de nous de dire OK, on se lance là-dedans, il y a un marché, puis les gens veulent ça. C'est de, un, dire un ski qui est vraiment adapté à ce qu'on veut ici au Québec, puis de deux, dire qu'on veut être aussi le plus éco-responsable possible. Donc, dans la première phase du design thinking, tu sais que c'est 2, 3 grandes phases. En fait, la première phase, c'est vraiment d'aller voir les besoins.
Donc, Ouais. j'ai une idée de faire des skis, mais est-ce qu'il y a des besoins pour ça? Puis d'aller voir ce que le client fait. Fait que tu le fais directement et indirectement. Et puis, dans la deuxième phase, il a généré toutes sortes d'idées. Hein? Qu'est-ce qu'on va Ouais, faire avec ça? Et puis après ça, dans la troisième phase, il y a le prototypage. Alors, moi, j'ai vu les différentes phases d'évolution en absolument. passant à la boutique. J'ai vu la phase de prototypage, par exemple. Donc, comment tu fais des prototypes? Puis l'année passée, tu t'es promené avec plusieurs prototypes. Cette année, on est en production plus massive, si on veut. Donc, Ouais. parle-moi de l'importance du prototypage. Tu peux faire le parallèle. L'importance de l'étape du prototypage pour des personnes qui ne connaissent pas beaucoup ça. Ben écoute, le prototypage, ça permet vraiment de te dire, OK, tu t'en vas dans la bonne direction avant de te lancer trop loin puis qu'il soit trop tard puis tu as investi trop de temps et d'argent dans une solution quelconque alors que finalement la solution était peut-être juste à côté. Fait que le prototypage, on le voit vraiment comme justement une étape de validation qui est importante, qui est primordiale. De un, pour valider tes concepts, puis de deux, justement, à valider même aussi auprès des clients que la réponse est là. Puis là, ben nous, tu sais, prototyper des skis, ça prend une certaine machinerie puis tout. Donc, initialement, on dit OK, on veut produire des skis. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ça nous prend une presse à ski, ça nous prend une machine qui usine des noyaux de bois, etc. Donc, un peu un avantage d'être en génie mécanique. Étienne, notre collègue, il a tout conçu ça, puis fabriqué ça lui-même pour nous. Donc, après quelques mois, on était nous-mêmes opérationnels pour produire des skis, en fabriquer. Donc, ça nous permettait justement de valider nos géométries, nos rigidités en flexion, en torsion, la skiabilité, la réponse des gens par rapport à ça. Fait que, tu sais, c'est ça qui est extrêmement important, le prototypage, parce que sinon, tu dis oui, j'ai une idée, je pense que ça a du potentiel, je pense que les gens vont apprécier, mais tu n'es jamais sûr à 100% tant que tu ne l'as pas concrètement testé. Puis, tu sais, si tu skippes la section prototypage, puis comme dans notre cas, tu dis que tu t'en vas tout de suite en production, bien, tu risques de passer à quelque chose d'important, de peut-être faire un petit ajout sur le ski ou une petite modification quelconque en bout de ligne fait toute la différence pour que les gens soient contents puis que l'entreprise fonctionne bien. Puis même nous, je dirais qu'on a même rajouté une certaine phase entre le prototype puis la production grand volume, qui est comme une petite production, validation de marché que j'appellerais. Fait que ça a fait un peu le pont entre le prototypage puis notre production grand volume. Ça, on a fait ça l'année passée. C'est qu'un modèle, une grandeur qu'on a produit en version production en peut-être 25 unités destinées à la vente. Fait que, là, ça nous permettait de dire, OK, on a une version production en peu de volume. Maintenant, c'est quoi la réponse des gens avec ça? On va-tu être capable de les vendre? On va-tu être pogné avec tous les skis ou finalement, ça va se vendre et les gens vont être contents? Pour nous, c'était une autre étape qui était importante avant d'investir beaucoup de temps et d'argent dans de la grosse production. Fait que ça, cette petite production-là, on l'a en décembre dernier, donc décembre 2019, juste avant les fêtes. Puis près d'un mois après, quasiment tout était vendu. Aujourd'hui, on est sold out là-dedans. Là. Fait que ça, c'est génial parce que d'un, ça veut dire OK, il y a de l'engouement, les gens aiment ça. Puis en plus, tous les commentaires qu'on a récupérés de ça, les gens sont super contents, c'est très positif. Fait que c'est une super validation de marché qu'on a faite comme ça. Peu de risques, mais beaucoup d'informations qu'on a pu aller chercher de ça. Donc, c'est ça qu'aujourd'hui a guidé beaucoup de nos décisions par rapport au modèle, question de modèle, graphique, prix. Il y a plein de choses qu'il faut valider sur le terrain. Puis ça nous a permis de le faire. Fait que là, d'ici une semaine ou deux, là, nous, on va recevoir justement notre plus grande production pour la prochaine saison. Là. Félicitations, Jonathan. Et là, tu nous as parlé de l'importance de prototypage. Donc, on fait ça beaucoup avec nos solutions. À peu près toutes les solutions sont passées à travers les phases du design thinking dans Living Lab. On vise des micro-étapes. On ne sait pas si chaque nouveauté va amener à quelque chose d'autre, mais on pense que d'une façon ou d'une autre, ça va être amené. Mais juste comme Michel dirait, valider, valider, valider. Plus on valide, plus on va être sûr qu'on ne sera pas à côté de la track, puis plus on s'assure que ça marche. On ne peut pas comme trop valider. Ouais, puis c'est lui, tu sais, c'est un homme d'affaires, il voit comment est-ce que tu peux perdre de l'argent et tout ça. C'est quoi tes ambitions avec ça? Est-ce que tu penses que tu vas être acheté par une grosse compagnie? Est-ce que tu veux créer une grosse compagnie? Qu'est-ce que tu veux? Parce que c'est toujours la question, tu sais, be careful for what you wish for. Peut-être que Bernard Petiot pourrait nous dire, tu sais, le sol du soleil a commencé de telle manière. À un moment donné, ça a pris tellement d'expansion
que là, tu sais, des fois, il faut savoir que, tu sais, notre succès peut nous amener dans une autre direction. Des fois, au départ, je serais curieux d'avoir Ben, ton feedback là-dessus tantôt, Bernard, mais qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec ça? ben, écoute, que là, que ce soit pour moi ou mes associés là-dedans, puis mes partenaires, je pense que notre but premier, c'est d'avoir du fun. On le fait par plaisir, on tripe à faire ça. Et on a beaucoup, beaucoup de plaisir, puis on s'épanouit là-dedans. Fait que ça, c'est la réponse numéro un. Puis deuxièmement, bien, on veut le faire justement d'une façon qui va être viable économiquement pour qu'on, justement, bâtir une entreprise saine, bien faire les choses pour que, évidemment, nous, ce qu'on vise pouvoir faire, bien, c'est quand que notre baccalauréat va être terminé, puis tout, bien, de pouvoir se lancer là-dedans à temps plein, puis de pouvoir vivre de notre passion et de pouvoir faire croître l'entreprise comme il faut, là. Mais tu sais, on est aussi ouvert à toutes les possibilités. Tu sais, qui sait où ça va pouvoir nous mener, mais on est prêt à foncer puis de découvrir, de partir dans cette aventure-là puis de découvrir à mesure. Mais le but, c'est d'avoir présentement, de savourer le moment et d'avoir du plaisir dans ce que vous faites. OK? Puis ça, on perd ça souvent de vue dans n'importe quel domaine. Donc, pourquoi tu le fais vraiment, ça? Ça guide beaucoup de tes comportements. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais? Ça te donne quoi? En bout de ligne, Jonathan, en fait, pour toi, ça te donne beaucoup de plaisir. Mais qu'est-ce que tu penses que ça va donner pour les autres? Qu'est-ce que ça te donne de travailler ça pour les autres? Ben, il y a des bonnes réponses à ça, là, mais qu'est-ce que ça va donner? Ben, C'est quoi je dirais que dans le court terme, en tout cas, là, on peut le voir de deux façons. Je dirais, la première façon, ça va être l'impact et l'image, je dirais, qu'on peut dégager auprès de la communauté étudiante. Un peu de dire que c'est faisable de partir un projet, d'avoir des initiatives d'entreprise en même temps qu'être aux études. Fait on promouvoit beaucoup justement à l'université, tout l'écosystème entrepreneurial qui d'ailleurs nous supporte beaucoup. Puis que si vous avez des projets, ils sont à vous aider avec plein de ressources de tout genre. Fait qu'on est un peu un exemple sur le campus pour ça. Puis je pense que les gens trippent aussi à nous voir aller là-dedans. Puis aussi, ben, l'autre impact qu'on a, ben, c'est justement par rapport à l'industrie du ski en tant que telle, à nos clients. Où ce que là, c'est toujours gratifiant et satisfaisant quand quelqu'un vient dire hey, les skis que j'ai achetés, je trippe dessus, je suis vraiment content. Enfin, j'ai trouvé quelque chose qui répond concrètement à mes exigences, à mes besoins. Fait que, pour nous, ça nous craint. C'est toujours le fun de se faire dire ça. Puis aussi, on vise aussi à être comme un pionnier puis un exemple dans le domaine du ski durable, puis un peu aussi donner le tempo puis un exemple pour les autres entreprises de ski. On ne veut pas être les seuls à faire ça. Idéalement, tout le monde serait éco-responsable. Puis c'est un peu la vibe qu'on veut donner là-dedans, comme quoi dire que c'est possible, ça vaut la peine d'avoir cette pensée-là de développement durable. Produit, quand que tu gères une entreprise, c'est à toi d'inculquer ces valeurs-là au sein de tes produits et de tes façons de fonctionner. Puis, évidemment, ben après ça, ça peut peut-être s'appliquer pas seulement au domaine du ski, ça a plusieurs autres domaines. Mais il ne faut pas perdre de vue que aussi, juste dans le cadre du ski, les skieurs, leur terrain de jeu, c'est les montagnes, c'est l'environnement. Puis si on n'en prend pas soin, ça ne marchera pas. Là. Vraiment une réponse socialement responsable, centrée sur sur les affaires, sur la vision, comment inspirer des personnes qui peuvent amener leur propre projet d'innovation à un autre niveau. Ici, la raison aussi pourquoi on t'invitait ici, pour pouvoir inspirer les jeunes et les autres, Jonathan. Jonathan, tu as vu évoluer, là, on va te demander des conseils avant que je cède la parole. On va aller jusqu'à 12h10 à peu près. Jonathan, est-ce que tu as vu évoluer un peu notre champ de recherche? Tu étais là dans les débuts, il y a peut-être 6 ans, Urgence 360, c'est pas là le début de la chambre, mais le début de ce projet-là. Tu as vu différents projets, tu as suivi ça de près ou de loin. Quel conseil c'est quoi ta vision un peu de notre organisation maintenant que tu as évolué dans ton domaine technologique, business? Qu'est-ce que tu perçois comme notre marque et qu'est-ce que tu nous donnes comme conseil? Ben, écoute, c'est sûr que ce qui est le fun aussi, justement, avec toute la philosophie, je pense que Richard t'amène dans ta chaire de recherche, puis ça, c'est beaucoup le côté créatif de la chose. Puis c'est pas parce que c'est dans le domaine médical, puis que c'est pas en technologie qu'il n'y a pas de place pour l'innovation, la
créativité et faire changer les choses. Au contraire, c'est là qu'il faut se craquer puis pousser pour amener des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de penser, même parce que par exemple, ça peut faire trop longtemps que le système pense d'une certaine façon, puis on veut faire changer les choses. Fait qu'au fil des années, quand je vivais que Urgence 360 faisait sur Facebook puis tout, ben, c'est sûr, moi, ça me fait triper de voir à quel point on essaie d'amener le côté créatif, le côté think out of the box de cette chaire de recherche-là. Je trouve ça impressionnant, puis je pense que c'est la bonne façon de suivre, pour avoir de l'impact auprès des gens, d'intéresser les gens, mais aussi de se garder une certaine drive puis motivation à sentir qu'on fait quelque chose d'unique puis d'innovant. Merci, Jonathan. Là, je vais laisser la première question à Marianne Rochette, docteur Marianne Rochette, qui est R2 en médecine familiale. Marianne, les questions, j'aimerais ça vous orienter un peu dans le sens que, fait que là, on a touché à plusieurs aspects. Donc, dans les cadres des 5 piliers du stage, tu peux piger là-dedans, ça peut être n'importe quoi sur le leadership. Mais j'aimerais ça d'abord que tu nous dises qu'est-ce que tu as retenu, toi? Si tu as retenu 3 messages brièvement de ce que Joe nous a dit dans l'esprit de ton stage jusqu'à maintenant. C'est quoi tes 3 take-home? Bien, en fait, c'est un peu par rapport à ma question aussi, là. Une des principales choses que j'ai retenues, c'est de voir à quel point... Bien, en fait, ma question, mais je peux peut-être commencer par ma question, puis en tout cas, vous me direz si ça a du bon sens, là. Mais moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que on a à peu près le même âge, là, puis de voir à quel point, justement, le leadership, puis de ne pas se laisser impressionner justement par les grandes compagnies, puis de vraiment croire en son produit, justement, en rassemblant tous les commentaires, tous les questionnements des clients, puis tout ça. Puis moi, ma question, en fait, c'est de savoir, est-ce que tu as déjà senti que ton âge pouvait freiner ton leadership? Puis est-ce qu'il y a des moments, des concrets où que tu as dû passer par-dessus des obstacles par rapport à l'âge, puis tout ça? Je ne sais pas si c'est clair, là, mais... Bien, c'est sûr que, oui, l'âge, des fois, peut être une source de questionnement auprès des gens que tu peux côtoyer dans le cadre d'une entreprise. Les gens ont tendance des fois à penser qu'on est jeune, puis on ne sait pas ce qu'on fait, puis des fois, on peut avoir des idées créatives qui peuvent marcher puis apporter de quoi d'intéressant. Comme, je dirais comme moi, par exemple, c'est comme nous, tout ce qui est prototypage et développement de produits, on le fait nous autres même à l'interne avec nos machines de prototypage et tout. Mais par contre, la production, on l'a fait tout sous-traité à une usine de ski qui était à Rimouski. Fait qu'on est chanceux d'avoir une usine à ski au Québec puis tout. On garde le côté local, etc. Mais tu sais, tu arrives là-bas, tu dis OK, on est 3-4 jeunes dans Ferrol, tout ça. On a une idée d'entreprise, mais pour que ça fonctionne, bien, il faut que toi, tu acceptes de faire de la production pour nous autres. Fait que, il a comme, oui, un peu fallu lui prouver quelque chose de concret entre les mains, puis on voulait pousser ça plus loin parce que lui, il disait, ah non, pas encore d'autres jeunes qui peuvent juste faire un trip de ski, puis qu'un mois après, ils vont passer à d'autres choses. Il fallait montrer un peu notre sérieux de la chose, puis comme quoi qu'on avait un certain potentiel entre les mains. Mais tu sais, ça n'a pas été sinon trop compliqué là, de le convaincre de nous prendre comme nouveau client. Il est très ouvert justement à nous donner notre chance, puis à vouloir nous aider dans notre développement d'entreprise. Fait que, je pense que c'est un peu aussi la bonne façon de voir les choses. Là. Souvent, les gens aiment ça, pouvoir donner la chance aux coureurs, puis il faut juste que les choses soient faites correctement. Fait que, ça peut un peu être du cas par cas, le cas de l'âge, mais je dirais, en tous les cas, il ne faut pas s'arrêter à cause de ça. Au final, ce qui va nous driver puis nous motiver, c'est notre passion, puis ça nous donne des objectifs. Puis quand tu es passionné, ben, ça plus d'atteindre tes objectifs puis de ne pas perdre de vue c'est quoi que tu veux faire avec ça. Ouais, ben, merci. Là, c'est vraiment... Ben, en fait, c'est un peu ça, là, ce que je retiens. Là, c'est quand on croit vraiment en notre idée puis qu'on est allé chercher vraiment c'est justement dans le design thinking, là, de vraiment faire un bon travail de recherche puis d'aller voir les gens puis c'est quoi leurs besoins. Puis si on y croit, ben là, après ça peut vraiment aller... Faut pas que l'âge nous empêche de foncer, définitivement. Ben, merci. Vraiment très apprécié. Un plaisir.
Benoît est un paramédic avancé dans notre stage de leadership. Benoît, tu es aussi un skieur, tu es patrouilleur de ski au massif en plus. Donc, Benoît, qu'est-ce que tu as retenu de Jonathan et quelle serait ta question? C'est quoi tes 2-3 take-home pour toi? Bien, bonjour. Désolé pour le background, je suis dans mon garage, j'ai de la visite à la maison. Je voudrais juste te féliciter parce que, comme Rick vient de dire, je suis un skieur. Puis quand j'étais plus jeune, début vingtaine, justement avec un de mes chums, je m'étais dit hey, on va se faire notre compagnie de ski. Puis bravo, en fait, d'avoir mené ça à terme parce que c'était un gros projet. Puis je les ai essayés au début de l'hiver. Je pense que c'est dans la batch des 25. Ah ouais? Ouais, via Cool. Miguel. Ah, ben oui. Fait que, en tout cas, bref, ils sont super le fun à skier. Moi, ce que j'ai retenu, justement, c'est vraiment, comme tu l'as répété souvent, d'y aller par étapes, par étude de marché, regarder avec ta clientèle, regarder avec ton monde, faire beaucoup de prototypes, beaucoup d'essais, les faire essayer. Puis ça, c'est vraiment tout à votre honneur là-dessus. Puis, dans le fond, d'y aller à l'écoute du marché, justement. Puis, en étant chez Ski Michel, t'es directement dans la Mecque, là, fait que c'est là-dessus, tu es bien placé aussi là-dessus. Ma question, moi, c'est plus au niveau du financement, parce que nous, ce qui nous avait arrêté, parce qu'on sait c'est quoi le prix de la résine, on sait c'est quoi le prix des matériaux. Vous êtes chanceux, vous avez pu faire votre propre presse à démo. Mais est-ce que vous avez réussi, parce qu'en allant chez Desjardins ou Banque Nationale, 3 jeunes qui arrivent, hein, on veut faire des skis quand on est dans le monde des Rossignol, Dynastar et compagnie. C'est quoi qui a été votre accueil par rapport au milieu financier, là? Ben, je dirais, premièrement, merci pour les bons mots. C'est très gentil et très apprécié. Puis, effectivement, c'est sûr que c'est un certain défi, là, parce que d'un point de vue d'un banquier, si tu lui parles, tu lui dis hey, je veux me partir d'une compagnie de ski, il va te dire ben voyons, c'est un marché qui est saturé, etc. Puis en plus, t'es jeune, il y a un peu la question de l'âge des fois qui peut arriver là-dedans parce que tu n'as pas d'historique beaucoup de crédit. Tous les autres ont besoin pour être en mesure de financer quelqu'un. Mais c'est sûr qu'on était 3 fondateurs à la base là-dedans. Puis c'est sûr qu'on a commencé en mettant une certaine mise de fonds personnelle. Mais après ça, ce qui nous a beaucoup aidé, puis ce qui fait en sorte qu'on en est là aujourd'hui, c'est tout l'écosystème, je dirais, entrepreneurial de l'Université Laval, qu'il y a plusieurs concours de bourse qui valent la peine d'être postulés dessus. Puis on a gagné plusieurs de ces concours-là, des sommes considérables pour une start-up. Fait que c'est vraiment ça qui nous a permis de se propulser où ce qu'on en est aujourd'hui. Puis là, aujourd'hui, avec tout ça, le fait qu'on a mis de l'argent personnel, ça vient prouver, mettons, aux banquiers, etc., qu'il y a du sérieux là-dedans, de un. Puis de deux, de leur dire après ça qu'on a été capable de chercher plusieurs bourses, subventions, etc. Ça vient encore montrer une fois aux banquiers que c'est du sérieux notre affaire puis que ça s'ils aiment ça, savoir que c'est crédible puis que c'est suivi par des professionnels, mettons avec entrepreneurial qui viennent nous coacher là-dedans. Fait qu'avec tous ces sous-là qu'on a pu aller ramasser, ben là, ça a permis, entre autres, de faire de la recherche et développement, de la production, etc. Ben là, ça commence à pouvoir faire tourner la roue par lui-même. Là. Mais tu sais, quand on arrive après ça, ben, à la banque, puis tu dis, ben là, j'aurais besoin d'emprunter des sous, d'avoir une marge de crédit, d'avoir une carte de crédit, puis tout ce qui va avec, ben là, tu es plus en mesure de négocier parce que tu as un certain historique d'entreprise, si je pourrais dire ça. Fait que, je m'excuse de t'interrompre. J'ai juste Bernard, tu dois partir bientôt. Je m'excuse de t'interrompre. Bernard, j'aimerais ça t'entendre. Excusez-moi. Est-ce que je veux savoir tes réflexions. On a la chance d'avoir un vice-président de casting performance au Cirque du Soleil qui était là pendant plusieurs années, qui habite maintenant dans la région de Charlevoix. Bienvenue dans Charlevoix officiellement, Bernard, en passant. Ben, ma première réaction, d'abord, est une réaction où je suis vraiment très impressionné. D'une part, non seulement par la réalisation du projet, qui est un élément concret, mais surtout ton habileté, Jonathan, à vulgariser et puis à témoigner, je dirais, de façon très articulée ton expérience. C'est très impressionnant.
je t'avoue que j'ai appris beaucoup en t'écoutant. Je veux dire, comment tu fais ça, comment tu articules ça. Donc, c'est très, très impressionnant. Et d'autre part, non seulement c'est impressionnant, mais c'est extrêmement inspirant. Et tout à fait dans l'ordre d'idée de ce que Richard veut faire, c'est-à-dire d'inspirer et de donner peut-être le déclencheur, finalement, à ce que quelqu'un puisse passer de l'intention aux actes et prendre ce risque-là, avoir l'audace. Évidemment, ça ne se solde pas toujours par un succès, pas nécessairement, ça peut se solder par des difficultés, certains échecs et autres, mais de passer à l'action et de passer à une action qui est réfléchie, qui est structurée et, si j'ai bien compris, qui est aussi entourée, c'est-à-dire qui ne se fait pas de façon sans respecter, par exemple, l'opportunité de pouvoir écouter les autres, d'avoir un mentor, d'avoir des conseils, etc. Et je pense que cet élément-là, on sent que vous n'avez pas fait bande à part, que vous êtes allé chercher avec différents joueurs à ce moment-là du support et puis des atouts supplémentaires. Donc, très impressionné, bravo. Et puis, l'élément qui viendrait, qui est en lien un petit peu avec ce que Richard mentionnait, je pense que le risque, peu importe quelle sera l'aventure d'affaires, le risque, ce serait de perdre la source, l'âme, l'ADN, des raisons qui ont justifié finalement cette audace-là. Par la suite, après ça, c'est un parcours financier, c'est un parcours d'affaires, et ça peut prendre différentes orientations. Mais tant et aussi longtemps qu'on ne vend pas son âme aux affaires seulement, à ce moment-là, je pense qu'il y a une pérennité qui est assurée. Alors voilà, Richard, Merci beaucoup pour les bons mots. Puis, tu sais, effectivement, il ne faut pas comme s'arrêter avec les défis puis la peur de l'échec. Il ne faut pas hésiter de foncer parce qu'au final, ces échecs-là ou ces défis-là qu'on rencontre, tu apprends tellement là-dedans. Puis au final, tu ne répéteras pas les mêmes erreurs, mais il ne faut pas voir les échecs comme étant un échec. Il faut voir les échecs comme un défi qu'on peut surmonter. C'est une façon de voir les choses qu'au final nous permet de bien progresser. Puis oui, c'est effectivement aussi, c'est de ne pas hésiter à bien s'entourer. C'est tellement important. C'est pas quelque chose, des projets comme ça, qu'il faut avancer en silo. Il faut être bien entouré d'une bonne équipe. Ça se fait en équipe, tout ça. Tout à fait. Alors, bravo, félicitations. Je vous quitte à partir de là. Merci beaucoup, Richard. Merci. Bravo à tout le monde. Continuez. Je vais vous joindre à l'occasion. Au revoir. Merci beaucoup. Je ne sais pas si, Benoît, tu avais terminé ta question. Je t'ai coupé un petit peu, Jonathan, ta réponse. Est-ce que Jonathan a réussi à répondre à ta question? Oui, absolument. C'était parfait. Puis, je répète encore, félicitations. C'est vraiment un super projet. Puis, j'ai hâte de les essayer pour vrai. Je sais que tu connaissais ces produits et tout. Benoît, c'est comme un peu un heureux hasard. Est-ce que là, on a aussi une personne qui a une formation en journalisme, un journalisme qui a même couvert le Living Lab. On a le plaisir de retrouver Coralie Beaumont aujourd'hui, qui est avocate et aussi journaliste, qui s'intéresse à tout ce qui est environnemental. Et puis, voilà, je ne veux pas te mettre brune pour point, mais je sais que tu peux toujours bien répondre. Coralie, est-ce que tu as des réactions aujourd'hui? Ben écoute, voilà, merci pour l'invitation. Donc, je viens toujours un petit peu comme un intrus pour écouter tout ce qu'il dit parce que c'est toujours très inspirant et ça me donne beaucoup d'idées. Et effectivement, en journalisme environnemental, comme on dit, c'est les problèmes hurlent et les solutions murmurent. Donc, c'est ce qui me fait venir aujourd'hui pour entendre un peu ton discours par l'aspect très environnemental. Donc, je pense qu'effectivement, on va se recontacter pour pouvoir en discuter un petit peu plus de ton projet, voir effectivement quels sont les impacts positifs. Sinon, au niveau de l'angle du Living Lab, c'est sûr que ton parcours est super inspirant. J'aurais tendance à aller dans le sens commun de tout le monde, à savoir te perds pas, parce qu'à partir du moment où un projet fonctionne, c'est sûr que ça commence à intéresser d'autres types d'intérêts. Tu as des belles intentions, ça s'entend, ça se voit. J'espère, je te souhaite de tout cœur de continuer dans ce sens-là parce qu'on en a besoin. Plus que jamais, on en a besoin. Ouais, voilà. merci, C'est pas tellement une question, c'est plutôt une discussion. Hey, merci, Coralie. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes auraient des questions, des réflexions par rapport à la présentation de Jonathan aujourd'hui? Bien, si je peux me permettre, félicitations. Je m'excuse, Lauriane, même si tu es graduée un peu de notre programme, tu es toujours étudiante avec nous à la maîtrise.
Et ben oui, j'ai oublié de te donner aussi. Ben, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de problème. Mais en fait, ouais, c'est ça, félicitations, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je ne connaissais pas la compagnie, mais je viens plus de région, fait que je ne suis pas dans le coin de Sainte-Anne-de-Beaupré, ces choses-là. Fait que c'est ça, je vais aller voir. Je fais du ski depuis que j'ai 3 ans, là. Mais ma question, c'était par rapport à un autre axe du Living Lab qu'on n'a pas parlé, puis c'est le wellness. Puis j'aimerais ça savoir, là, qu'est-ce que tu fais, toi, comme on a weekly basis, là, journalièrement. Qu'est-ce que tu fais pour ta santé mentale, pour ta créativité? Est-ce que tu fais un sport particulier pour te garder bien dans ta tête? Je ne sais pas comment le dire. Ben, c'est très intéressant comme question, puis je dirais en même temps, oui, très important, là. Mais je dirais que dans la plupart des cas, ça va beaucoup passer par le sport, tout simplement, là. Puis, tu sais, aussi, oui, beaucoup soutien familial ou soutien des amis aussi, c'est important, point de vue émotionnel, tout ça. Mais point de vue wellness, ça passe beaucoup par le sport, évidemment, par le ski l'hiver, puis beaucoup par le vélo de montagne au Mont-Saint-Anne, puis au Québec l'été, là. Quelques autres sports aussi connexes de plein air, mais au final, tu sais, même en ski hors-piste, le produit qu'on vend, dans le fond, tu sais, quand tu as tes skis dans les pieds puis tu te ramasses dans le bois, dans une montagne, perdu à quelque part, c'est l'aventure. Automatiquement, tu as un sentiment de bien-être dans le bois pour faire du sport. Puis, tu sais, c'est vraiment un bon feeling que je recommande à tout le monde, là. Fait que, tu sais, nous autres aussi, là, on a eu beaucoup. Ça n'a pas été toujours facile et beau, là, démarrer l'entreprise. Il y a beaucoup de hauts et des bas. Quand je parlais de défis tantôt, mais au final, quand tu es capable d'aller te ressourcer, dans mon cas, dans le bois puis dans la nature, ça fait toujours du bien et ça permet de recharger les batteries comme il faut. Super intéressant. Merci, Lauriane. Donc, est-ce que Sylvain, j'aimerais que tu poses, donc Sylvain est aussi un entrepreneur, aussi un innovateur dans le domaine médical. Sylvain, toi, as-tu des réflexions, as-tu des conseils à donner à Jonathan en fonction de ta propre expérience? Il a l'air déjà tellement plus sage que je l'étais à son âge. Alors, je pense qu'il est en bonne voie. C'est véritablement inspirant. Véritablement inspirant. Je pense que je vais répéter ce que les autres ont dit, à savoir que la route peut être longue, il va y avoir des embûches, mais si on ne perd pas la flamme de ce qui nous a drivé au départ, ça nous permet de continuer puis de garder une certaine paix intérieure dans le projet. Je pense que vous avez vraiment un beau projet, c'est bien senti. Et c'est définitivement quelque chose qui est un peu dans ma fibre aussi en même temps que je me suis dit qu'un jour j'étais pour essayer. Alors, je vais regarder la marque Ferréol. Merci beaucoup, c'est gentil. Est-ce que Mathieu Fortin, en fait, qui est quand même un gars de marketing, de vision, puis tout ça, un entrepreneur, travaille avec nous à la chaire, est-ce que toi, tu as des commentaires à faire sur ce que tu as entendu? Puis là, Mathieu, je veux juste faire une petite parenthèse. Nous, quand j'ai dit j'invite Jonathan, tu sais, mes coordonnées ne sont pas nécessairement skieuses, là, à soulever quand même des discussions, à savoir, tu sais, le ski dans le Living Lab. Là, j'ai quand même, mais tout de suite, ça n'a pas pris de temps quand j'ai parlé que c'était toi, puis que si ça, à dire oui, OK, ça fait du sens. Mais c'est quand même pas évident. Et puis, je trouve qu'on a appris plein de leçons. Mais Mathieu, toi, qu'est-ce que tu penses de ça, d'ailleurs, d'avoir invité Jonathan? Puis, qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'il nous a dit? En fait, je trouve ça super intéressant. Premièrement, un start-up qui est basé sur la passion. Je pense que la passion devrait driver tout le monde. Ça serait comme, tu sais, si je pourrais souhaiter quelque chose de mieux pour la planète, ce serait peut-être ça. Ça ferait du monde heureux. Ça serait du monde qui se donne dans leur projet comme toi, j'ai l'impression. Et puis, j'ai toujours cru que l'argent, c'était la pire des motivations. Parce que c'est pas tangible, hein? L'argent, c'est pas une... Tu sais, des chiffres dans un compte, ça change pas grand-chose, tandis que la passion, ça donne l'énergie d'aller loin. Non, moi, si j'avais une question pour toi, ça serait de dire comment tu as passé à travers les embûches, puis est-ce que tu as eu des divergences, des fois majeures
avec partenaires? Et puis, comment est-ce que tu as orienté la gestion de ça pour peut-être que ta vision soit écoutée? Est-ce que tu as eu à pousser pour ta vision par rapport à justement des divergences comme ça que tu as pu avoir là, dans le parcours? Et puis, comment est-ce que tu gères ça, cette prise de décision-là, pour garder une équipe comme solide, comme tu disais, mais en même temps que ta vision progresse? J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Ben oui, absolument. Ben, c'est un très bon point que tu apportes là. Puis, tu sais, je dirais, justement, au tout début, là, quand c'est le temps de se trouver des partenaires, des crinqués à faire partie d'un projet, ben, tu sais, le choix de tes partenaires est nécessairement important parce qu'après ça, c'est quasiment comme un contrat de mariage. Là, ça marche pas, t'es pogné avec eux, tu sais. Mais ceci étant dit, je dirais, à base, on est 3 fondateurs, puis on a maintenant quelqu'un qui s'est joint de plus à notre équipe dernièrement, mais dans tous les cas, même si on est les 3 fondateurs, on est dans le génie mécanique, on a des backgrounds qui sont différents, on a des façons de penser qui sont différentes. Fait qu'au final, on est capable, même si c'est la même passion qui nous drive, le fait qu'on pense différemment, c'est sûr, ça l'amène certains comme challenge, des bonnes discussions. Mais au final, c'est ça qui est important pour sortir les meilleures idées, les plus créatives puis les plus pertinentes pour s'adresser à un problème. Il ne faut pas voir des discussions intenses, je dirais, comme un échec, justement. C'est parce que c'est ça qui fait progresser les choses. Puis, c'est encore là, quand on parlait d'écoute, on est à l'écoute, oui, des clients, mais il faut aussi être à l'écoute, justement, de ses partenaires puis de ne pas dénigrer aucune idée. Puis, au final, quand tu écoutes tout le monde puis tu essaies de faire quelque chose ensemble, ben, c'est là que le plus beau va ressortir. Il faut avoir confiance en ses partenaires et en leur capacité aussi. Il ne faut pas avoir peur de leur faire confiance les yeux fermés. Là. Je pense que c'est important. Là. Fait que, on n'a pas eu, je dirais, de conflits majeurs parce que ce n'est pas des conflits de toute façon. C'est plus juste des discussions des fois qui peuvent être intenses par rapport à une décision d'entreprise importante. Mais au final, je suis convaincu que si on n'avait pas passé par là, on aurait peut-être pris des moins bonnes décisions. T'sais. OK. Yes. Je ne sais pas, est-ce que Karine et Catherine, vous avez des questions? Donc là, on a essayé un nouveau concept, donc un jeune qui commence, qui était que on te rappelle, Jonathan, qu'on a eu le grand privilège d'avoir Joanne Liu ici, Bernard Petiot que tu as vu aujourd'hui, Henry Mintzberg. Moi, je vais te dire que j'ai appris autant de toi, même si je te connais, que j'ai pu apprendre aussi de ces éminentes personnes-là à des raisons différentes. Et puis, c'est inspirant de voir des jeunes qui commencent, qui ont déjà cette bonne philosophie. Et déjà, on se connaît depuis longtemps. Fait on pense que tu es bien parti aussi. Mais c'est nouveau. On a essayé quelque chose de nouveau aujourd'hui. Et puis, et en tout cas, je vais avoir l'opinion de Catherine et Karine là-dessus dans le cadre des grandes entrevues. C'est un peu un piège, là, mais... Je peux y aller. Ben, écoute, moi, je te dirais que ton entretien m'a fait du bien. Des fois, je parle espoir en l'humanité. Fait que ça fait du bien d'entendre quelqu'un comme toi puis ton équipe qui décide de se lancer, tout ça, puis de le faire dans une perspective respectueuse de l'environnement. Là. Fait que je te dirais que j'ai beaucoup apprécié ça de l'entretien. Je m'excuse, j'ai mon téléphone qui n'arrête pas de sonner depuis tantôt. Fait que ça, j'ai apprécié ça beaucoup. Tu m'as donné le goût d'essayer nouveau, parce que moi, je suis une skieuse de fond, Richard, tu devrais savoir. Mais je trouve ça intéressant, l'idée de faire le ski de fond à la fois alpin. Puis tu m'as fait découvrir une nouvelle possibilité de sport. Fait que ça, j'ai appris ça. Puis ce que je trouve intéressant aussi dans le cadre du Living Lab, tu as vraiment présenté de façon très concrète comment on peut faire du prototypage, l'importance d'en faire aussi, puis que ce soit dans un produit mais quand on investit beaucoup de temps, puis qu'on est avec des patients en santé, c'est le même impact aussi, tu sais, donc de faire ça dès le départ, très rapidement, d'aller faire du prototypage rapide pour voir si ça vaut la peine de continuer. Fait que ça, je pense que c'est un apprentissage qui est intéressant pour le Living Lab, donc je te remercie beaucoup là, d'avoir accepté de faire l'entretien. Ça fait plaisir. On a eu Catherine?
Oui, ben moi aussi, j'ai aimé là, ton entretien. C'est super le fun là, de voir ton parcours, comment t'es arrivé jusque-là avec justement driver un peu là, par ta passion. Puis, tu sais, on le sent quand même aussi, ton dynamisme, ton engagement là, dans les projets que tu mènes. C'est comme ça à la Charte quand tu étais là. Puis là, tu le fais encore là, avec tes choses. Fait que non, c'est super. J'ai trouvé que c'était une belle entrevue. C'est le fun. On a presque hâte que la neige arrive. Ah ben nous, c'est sûr qu'on a déjà hâte, là. J'aimerais aussi souligner le travail de tes collègues Benoît et Paul. C'est-tu tes partenaires? Alors, c'est Paul, Félix et Étienne. C'est les trois qui, ensemble, Excuse-moi, on a pu... j'ai Paul, mais il y avait Félix tantôt. Excuse-moi. Ouais, Félix était là tantôt. Là. Félix était là tantôt. Je sais pas, il est parti où, là, mais il est là. OK, ben souligner le travail de tes collègues et tout exact. ça. Félix, Étienne et Paul, que sans eux, ça n'aurait pas été possible. Là. Exact. Ben, je pense que ça a un peu, mais... Jonathan, ça nous a fait plaisir ça nous a beaucoup touché que tu nous donnes ton temps. On sait que tu es très occupé avec les études et avec toute ton entreprise. Merci de nous inspirer, de nous parler de bonté, de vraies choses, mais aussi d'innovation, puis à quelque part de courage, puis d'audace, de prise de risque. Et c'était une excellente entrevue, puis on a bien hâte de voir le podcast de ça. Ah ben, merci beaucoup, c'est très gentil. Puis aussi, peut-être que je rajouterais, là, n'hésitez pas à communiquer avec moi personnellement, là, si jamais je peux faire quelque chose pour vous, peu importe c'est quoi. Là, ça va me faire plaisir si je peux aider. Puis aussi, ben, si vous voulez suivre notre aventure, là, je dirais le plus facile, c'est soit Facebook ou notre site Internet. Là, vous allez pouvoir être au courant de ce qu'on fait. Puis merci à tout le monde, les stagiaires, tous les participants aujourd'hui, Catherine, Marianne, Lauriane, Karine, Coralie, Mathieu, Sylvain, Benoît, Paul et Félix d'être là aujourd'hui avec aussi Bernard Petit du Cirque du Soleil qui a dû partir un petit peu plus tôt. Merci infiniment à tout le monde. Bonne journée. Merci. Merci encore. À la prochaine. Merci beaucoup tout le monde.